Donc bon après-midi à tous. Donc nous allons débuter cette table ronde consacrée à des regards croisés sur la question de l'exotisme en forêt. Je n'ai pas besoin de ça pour l'instant. Donc la question des essences exotiques en forêt qui nous réunit aujourd'hui, on voit qu'elle donne très vite lieu à des débats passionnés, avec, pour caricaturer un petit peu, les pro-exotiques d'un côté, les anti-exotiques de l'autre. Mais heureusement, il y a un juste milieu. Et avec souvent des arguments qui sont peu fondés scientifiquement. Donc l'objectif du colloque d'aujourd'hui, c'était justement de remettre un petit peu de science au milieu du débat. Alors les événements météorologiques extrêmes, notamment de cet été, qui s'inscrivent dans une trajectoire beaucoup plus durable de changement climatique, exacerbe un petit peu ce débat sur les essences exotiques et sur la question de l'adaptation des forêts au changement climatique. Alors, les politiques publiques se sont emparées du problème. Elles encouragent la plantation d'espèces pour adapter la forêt au climat qui se développe. Certaines de ces essences préconisées sont indigènes, d'autres sont exotiques. Et l'objectif est bien sûr d'accroître la résilience de la forêt, des écosystèmes forestiers au changement climatique, oubliant parfois que la forêt, c'est un petit peu plus que des arbres. Alors c'est dans ce contexte que la Société botanique de France avait produit le livre blanc que vous avez pu, pour ceux qui ne le connaissent pas, apercevoir sur la table dehors. Très récemment, donc, le CNPF vient de publier donc, ce numéro spécial de Forêt Entreprise avec une collection d'articles consacrés à cette même question des essences exotiques en forêt. Et puis, vous avez pu prendre connaissance de nombreux articles dans la presse qui s'emparent également du sujet de manière plus ou moins heureuse. Alors l'objectif de cette table ronde, c'est justement d'avoir un échange serein, objectif, sur ces questions. Alors de quoi parle-t-on ? On parle d'espèces exotiques. Alors, pour bien cadrer les choses, j'ai ressorti la définition d'exotique parce que, en discutant, on a dit « Ah oui, mais exotique, on ne sait pas bien ce que c'est ». Alors, j'ai repris la définition qui fait un consensus au niveau international. Alors, exotique qui est mis en synonyme de allochtone, étrangère, introduite, non indigène ou exogène. Donc, les qualificatifs ne manquent pas et ils ont été mis en synonymie. Donc, se dit d'un taxon, donc là on va parler d'essence, dont la présence sur le territoire concerné est due à une intervention humaine directe, qu'elle soit intentionnelle ou accidentelle, ou une espèce qui est arrivée sur le territoire concerné sans intervention humaine à partir d'un territoire où ce taxon a été déjà exotique ou indigène. Donc ça s'oppose directement à la notion d'espèce indigène, mis en synonyme d'autochtone, qui se dit d'une espèce qui s'est formée ou qui s'est développée sur le territoire concerné sans intervention humaine ou qui a migré sur le territoire concerné sans intervention humaine depuis un territoire voisin où le taxon est considéré comme indigène. Donc voilà un petit peu pour cadrer les définitions. On parle également de forêt. On ne parlera pas donc des parcs, des jardins, des arboretums où les espèces exotiques sont plantées depuis très longtemps. Vous aurez compris, je pense qu'on ne considère pas la forêt comme un jardin ou comme un potager, parce que là aussi on voit souvent cet argument de dire mais s'il n'y avait pas d'espèces exotiques, qu'est-ce qu'on mangerait? Bon, jusqu'alors on ne mange pas encore trop les arbres, donc on va se concentrer nous sur les arbres en forêt. Alors quelques chiffres aussi pour terminer cette introduction. À partir des données de l'inventaire forestier national de l'IGN. Donc, vous savez qu'il y a une liste des essences qui sont répertoriées en forêt, 191 espèces. Donc, sur cette liste de 191 espèces, hors hybrides, les hybrides c'est toujours un petit peu plus compliqué, on a 56 essences indigènes dans la liste, 12 d'origine cultivée, c'est-à-dire des cultivars qui descendent d'un lointain ancêtre sauvages, et 65 exotiques, dont 61 néophytes, c'est-à-dire introduites sur le territoire après 1500,
par définition, sachant que je ne parle ici que des chiffres de la France métropolitaine. Alors, à cela s'ajoutent 18 autres espèces qui ne sont pas dans la liste des 191, mais qui sont présentes en forêt, donc des arbres exotiques. Et si le débat devient vite passionné, c'est parce qu'effectivement, si on prend en compte les espèces figurant dans les listes telles que donc, le plan national forêt-bois ou les listes d'espèces qui sont plantées sous forme d'îlots d'avenir en forêt, on arrive à un total de 112 espèces exotiques à mettre en regard des 56 espèces indigènes. Donc voilà un petit peu ce qui crée peut-être la polémique. Sur les 112 espèces exotiques, je terminerai en disant qu'il y a 48 feuillus et 64 résineux. Je n'ai pas pris le nombre de résineux indigènes, mais voilà un petit peu. Alors, donc, pour cette table ronde, les invités sont autour de moi. Je vais commencer par présenter Hervé Le Boulaire, enfin, faut-il le présenter ? Hervé Le Boulaire, qui a dirigé pendant 36 ans le Conservatoire national de la biodiversité forestière, qui a été membre du CESE, Conseil économique, social et environnemental, de 2015 à 2021 au titre de France Nature Environnement, qui est aujourd'hui consultant indépendant et pour une page de publicité, qui est l'auteur de cet ouvrage que vous avez pu retrouver sur la table dehors, il vous le dédicacera avec plaisir, des forêts, des racines et des hommes, publié donc en 2022 aux éditions de Lachaud et Niestlé. Ensuite, j'ai un duo à ma gauche, Éric Payassa, qui est ingénieur recherche et développement au CNPF, au Centre national de la propriété forestière, Institut du développement forestier, et qui est responsable du service expérimentation, accompagné de Brigitte Muche, pour le versant Office national des forêts, donc elle est responsable du conservatoire génétique de l'ONF, membre de l'UMR INRAE-ONF, Biofora, qui veut dire biologie intégrée pour la valorisation de la diversité des arbres et de la forêt. Je l'ai noté parce que... Et Hubert Guillet, à ma droite, immédiatement, qui est administrateur de ProSylva France depuis 2009 et qui nous fera part également de son point de vue. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Hervé Le Boulaire en lui posant cette simple question: faut-il redéfinir l'autochtonie ? Je dirais que, puisqu'il faut vous empêcher de dormir, cette question m'indiffère relativement beaucoup. Je vais citer, je ne sais plus, un compagnon de Mao Tse-tung: peu importe la couleur du chat, l'important c'est qu'il attrape des souris. Avec cette situation de dépérissement dans laquelle on se trouve dans les forêts, peu importe la couleur de l'arbre, l'important c'est qu'ils permettent de maintenir la biodiversité forestière et qu'ils ne mettent pas du désordre dans les forêts. Alors, je veux préciser d'où je parle. D'abord, je parle en tant que... mon parrain, c'est Guillaume de Coq, qui m'a fait rentrer à la Société botanique forestière, ce qui prouve qu'ils ont peur de rien. Oui, de botanique de France. Ensuite, je suis bien... Non, mais je suis ému ici. Je suis bien un forestier d'une forme de confrérie forestière qui a une pensée qui s'exprime de temps en temps, et s'est exprimée ici avec mon compère Charles Derex et beaucoup de personnes dans la salle dans une note de la Fabrique écologique il y a 3 ans. On a essayé de mettre ensemble, on était une bonne trentaine, je m'en souviens certains d'ici, voir ce qu'était notre vision forestière, et effectivement dans un livre grand public j'ai essayé de le dire. Je parle surtout maintenant en tant que conseiller pour la forêt de Chantilly de l'Institut de France, conseiller de Didi Copo, la directrice forestière, et sur lequel on a à gérer un problème énorme qui est simple, hein. La forêt est en train de mourir, le chêne Cécile et le pédonculé vont disparaître, enfin on est déjà à 50%, et il y a des enjeux derrière, on y reviendra. Quels sont mes fonds de paradigme ? Puisqu'on ne fait pas de choses sans avoir un fond de paradigme. Le premier, c'est la niche écologique de Hutchinson, qui dit que toute espèce vivante ne peut vivre qu'à l'intérieur d'un certain nombre de conditions, qui sont des conditions de sol, des conditions de climat et des conditions de relation au reste de son environnement. La deuxième chose, c'est ma vision de la structuration de la biodiversité forestière en biomes, tels qu'ont pu les définir Paul Ozinda pour la partie européenne
et Barbero et Kessel pour la partie méditerranéenne. Donc pour dire simple, cette structuration fait qu'il y a des ruptures, et en particulier 3 grandes ruptures forestières, la distinction entre l'espace montagnard et subalpin, l'espace plutôt des chênaies tempérés, et l'espace méditerranéen que je ne peux pas qualifier tant il y a une diversité d'espèces, mais on dirait quand même beaucoup du genre Quercus et du genre Pinus. Ensuite, un espace géographique. Cet espace, pour dire simple, c'est de l'Atlantique à l'Oural et de l'Arctique au désert saharien et au désert arabo-persique. Et à l'intérieur de cet espace, il y a la dimension historique qui font qu'au hasard ou suite au changement climatique, et en particulier la bonne quinzaine de changements climatiques majeurs de 6 degrés d'amplitude qui s'est produite au Quaternaire, on voit qu'il y a des espèces qui, la plupart d'ailleurs des espèces, localement disparaissent sauf dans des refuges. Ces refuges sont sur les rives de la Méditerranée, on en a parlé ce matin, Espagne, Italie, Grèce, Balkans, Turquie, et lorsque le climat change, l'espèce, la forêt, suit son climat, donc je pense qu'on peut dire que l'espèce suit sa niche. Et pour prendre les chênes sessiles et pédonculés qui sont très très bien connus, là je reprends une présentation qu'on fait samedi prochain à Chantilly avec Plomion et les généticiens de Bordeaux. Il reste encore quelques places si vous voulez venir, c'est à 20 minutes de Paris par la gare du Nord, et c'est gratuit. Bon, eh bien les chênes, nos chênes sessiles et pédonculés étaient présents dans le sud de l'Espagne. Ils ont traversé l'Espagne à leur rythme, en 6000 ans, pour aller dans la zone climatique dans laquelle ils se trouvent, et moi je note qu'ils sont passés par des régions où ils ont disparu et qu'ils y sont jamais revenus. Ces régions sont des régions de climat où, selon la forme que l'on a, et sans doute que Bruno va pas être d'accord, donc on a des belles discussions à avoir, mais ça fait déjà au moins 15 ans qu'on les a, s'ils ne sont pas présents, c'est parce qu'ils sont sortis de leur niche, et hors de la niche, point de salut. Alors je ne dis pas la même chose pour des espèces qui sont isolées comme les pins ou le cèdre, qui, eux, ont un autre blocage qui font qu'ils ne peuvent pas se déplacer, descendre de leur montagne pour aller plus loin. Donc, si on parle et si on accepte l'idée que la niche, en particulier au niveau de la sécheresse, se traduit par une valeur, et en l'occurrence, si vous prenez Climescence, le modèle qui est ici autour de la table, je remercie les jeunes qui ont publié ce que j'avais fait avant que malencontreusement on m'ait poussé un peu à la retraite du côté de l'ONF il y a quelques années, mais j'ai pas de rancune, donc j'en parlerai pas. Au-delà de 320 mm de déficit hydrique, on ne trouve nulle part du chêne sessile et pédonculé. C'est une frontière remarquable. Donc de là, on aurait tendance à considérer que pour cette grande espèce, au-delà de ce niveau de déficit hydrique, on a bien une limite selon la niche de Hutchinson. Comme il se trouve qu'à Chantilly, dans le bassin parisien, cette année exceptionnellement, on a 550 mm de déficit hydrique sur la saison de végétation, c'est-à-dire quelque chose qui nous amène au centre de l'Espagne ou du côté d'Alger, mais que plus grave, sur 10 ans, on est à 340 mm de déficit, et qu'on est dans une ligne directrice qui croît de façon régulière depuis 1980, et que les travaux de l'IPSL et de Météo France nous disent qu'on sera à plus 4 degrés en 2070 et qu'on est aujourd'hui à plus 2 degrés, je parle de la saison de végétation, eh bien, le rationnel serait de dire les espèces vont sortir de leur niche, et donc il faudrait des événements nouveaux pour qu'ils puissent s'y maintenir. C'est tout à fait possible puisque ce qui s'est produit ne s'est jamais produit. Donc on ne peut pas dire que dans le passé, des réchauffements de 4 degrés en l'espace de 2 siècles ont fait ceci ou cela puisqu'on ne l'a jamais vu. Donc c'est peut-être par rapport à Bruno, je dis qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais l'hypothèse du réchauffement paraît relativement acquis. Donc à partir de là, que faire ? Que faire ? Eh bien, pour faire simple, tout ce qui est vivant, tant que c'est vivant, on le garde. Ce qui fait que concrètement,
à Chantilly, on ne coupe que les arbres moribonds. Les arbres qui sont vivants, on les garde. Tout ce qui vient naturellement, on en prend soin. Et partout où il y a des trous, on met autre chose. Le problème, c'est que la vitesse à laquelle apparaissent les trous va beaucoup plus vite que la capacité qu'on a. Je ne sais pas comment on dit en français, nous en breton on dit mettre des dabons. Les dabons, c'est des pièces comme ça qu'on met sur un trou pour poursuivre le pantalon. Donc le principe qu'on a utilisé, c'est d'aller chercher des espèces qui sont génétiquement les plus proches possibles de nos chênes et qui vivent déjà dans des conditions climatiques qui sont les conditions climatiques futures. Alors c'est ce qu'on a appelé la cousinade. Pour ceux qui sont bretons, c'est passer de la galette saucisse à la galette merguez. C'est-à-dire qu'on garde la biodiversité de base. Et pourquoi est-ce qu'on va chercher ces espèces qui sont les plus proches possibles? Parce qu'on pense, et je pense que c'est une erreur, on pensait que l'hybridation allait permettre d'avoir des transferts de gènes et créer des variétés ou des formes nouvelles. Alors ça, je ne vais pas sur les terres des généticiens. Benjamin Brachy dit que en très vite on peut le faire, mais Antoine Kremer dit que c'est pas vrai, et puis Rémi Petit dit qu'il n'est pas complètement d'accord, Alexis Ducousseau ne sait pas si c'est ça, Brigitte ne savent pas. En gros, les généticiens ne sont pas d'accord entre eux. C'est-à-dire que le niveau d'incertitude entre les généticiens est à peu près aussi fort que le niveau d'incertitude sur les impacts du climat. La diversité des généticiens. La diversité, oui, mais quand vous êtes 7 et que vous avez 8 avis différents parce qu'il y en a un qui ne sait pas ce qu'il veut, et ben c'est... Bon, bref, en tout cas, on vit avec ça, avec l'incertitude, ça c'est important. Et pourquoi aller chercher ces espèces proches? Parce qu'on pense que la biodiversité, en particulier dans l'ouest du bassin méditerranéen, est vraiment très proche de celle que l'on a actuellement. Et est-ce qu'il faut aller plus loin en faisant migrer de la biodiversité? Moi, je terminerai là-dessus en citant deux choses. C'est Véronique Mur qui dit « Les frontières en matière de plantes nous ennuient, abolition les frontières ». Donc c'est très bien. Et deuxièmement, quand je suis chez moi, dans le sud des Landes, et que je regarde le lundi, les grues qui partent dans un sens, qui vont dans le delta du Guadalquivir, et 15 jours après remontent dans l'autre, je me dis qu'ils doivent avoir un paquet de la biodiversité sur leurs pattes et que tout ça doit circuler. Donc pour moi, la question des exotiques ne se pose que pour les espèces qui se trouvent en dehors de la zone géographique de l'Atlantique à l'Oural et du cercle arctique jusqu'au désert. Donc en fait, tout ça, ce serait un seul et même grand pays de la botanique. Ce serait ce pays de l'Ouest européen et du pourtour de la Méditerranée. Je n'ai pas de preuve scientifique absolue là-dessus. Merci Hervé. Bon, finalement, on retombe sur des classiques de la biogéographie. Hein. Oui. C'est juste une question de grain d'hétérogénéité. Oui, on a d'ailleurs écrit ça dans un excellent ouvrage de Nomade avec Myriam. C'était Nomade ou Caravane? Oh, les nomades se nomade. déplacent en caravane. Alors, les généticiens... Il n'y a pas d'eucalyptus et de Mais non, ils ne nagent pas encore. Alors, les généticiens ont été interpellés. Alors, donc, pour connaître justement les essences d'avenir, il faut expérimenter. Donc, on va savoir maintenant comment ça se passe en pratique. Oui, comme l'a dit Hervé, c'est important de tester des choses dès maintenant. Parce que, eh bien, il faut rapiécer, hein, c'était terme, hein, il faut rapiécer la forêt. Un des éléments importants que l'on voit, c'est que on a des dépérissements qui sont relativement rapides, avec une fructification qui ne suit pas. On n'en a pas parlé encore, bien qu'on ait parlé de beaucoup de graines, c'est apparu dans les... bien que c'est apparu un petit peu dans les exposés, hein, l'importance voilà, d'avoir des graines de qualité diversifiées. Et pour cela, pour savoir ce que l'on va pouvoir planter à Chantilly, ce qu'on va pouvoir planter en forêt de manière relativement régulière, il faut expérimenter. C'est vraiment essentiel, expérimenter de la même espèce
Mais les provenances, là il y a le généticien qui parle, faire un mélange de provenances apporte aussi énormément de diversité et peut apporter des éléments importants. Mais lorsqu'on est sorti complètement de la niche, comme dit Hervé, qu'est-ce que l'on propose? Comment peut-on imaginer qu'une espèce qui, depuis 12 000 ans, recolonisation post-glaciaire, on est à peu près dans ces temps, n'a pas réussi à s'adapter à un climat, comment va-t-elle pouvoir le faire en si peu de temps? C'est une question que je pose. Pour l'instant, on n'a pas tellement de données qui nous montrent qu'on peut le faire très rapidement, ou en tout cas, lorsqu'elle se fait, c'est au moment de la reproduction. Donc ça veut dire que c'est des arbres qui sont relativement âgés et que si on veut en profiter, il va falloir faire une régénération. Donc expérimenter comment? Et tracer. On en a beaucoup parlé, les archives ce matin. C'est vraiment ce que l'on tente de faire au niveau de l'ONF et de la forêt privée, puisqu'on travaille ensemble, enfin, les forêts publiques étant finalement qu'un petit maillon de la forêt française. Et on expérimente des espèces... Alors, beaucoup des espèces exotiques, selon la définition que tu as donnée, hein, Guillaume. Beaucoup moins si on prend la définition d'Hervé, parce qu'on est allé chercher pas mal de cousins du chêne Cécile et du chêne pédonculé en Europe. Donc, ce grain-là et cette échelle spatiale est essentielle pour définir en effet l'exotisme. Et on les teste à différents endroits et surtout, on les trace, c'est-à-dire qu'on connaît les origines, on connaît les lieux où on les plante et on suit au niveau de leur plantation et les années suivantes leur réaction face au climat et dans différentes conditions pédoclimatiques. Et ça, c'est essentiel. On le fait maintenant, mais on l'a fait dans le passé. Et tu as parlé des arboretums, on n'en parlera pas, si un peu quand même, hein, de nos arboretums, de nos dispositifs d'expérimentation, dont certains ont plus de 100 ans. Et c'est essentiel de retourner sur le terrain, de voir ce qu'il en est. On regarde, on remesure ces arboretums, on voit les réactions des espèces. On va plus loin que ça. Au-delà des arboretums, on a toujours eu des forestiers qui ont expérimenté en forêt, qui ont été plantés du pin maritime dans les Vosges, du cèdre, on avait un point, du cèdre à Bar-le-Duc. J'ai en image de magnifiques cèdres qui ont 80, 100 ans à peu près. Ça, il faut aussi récupérer cette information-là et c'est à ça que l'on s'emploie actuellement pour tirer aussi des informations de l'histoire. Je ne veux pas... Je laisse la parole à Eric. Oui, alors, effectivement, nous, on entre dans un cadre expérimental, c'est clair. Notre position, c'est de voir plutôt devant, c'est-à-dire que nous, nos échéances, c'est plutôt 2050, 2100, et c'est d'imaginer ce qu'on va pouvoir proposer dans le cas où le futur climatique qui se présente ne sera pas du tout celui qu'on espère, mais hélas quelque chose d'assez catastrophique, comme l'a un peu abordé Hervé. Donc on essaie de... Alors il y a des solutions d'adaptation avant, hein, mais on prépare, disons, au plus loin, l'objectif étant, pour nous, l'idée c'est pouvoir avoir un couvert forestier qui va ensuite préserver aussi des écosystèmes forestiers et qui va permettre, disons, de continuer à avoir une forêt. Et ça, c'est pas gagné du tout. C'est pas gagné du tout. Et c'est pour ça qu'on part sur la prospection des essences exotiques, c'est clair. Alors il y a la dimension provenance, Brigitte en a parlé, mais je pense qu'il faut qu'on aille un petit peu plus loin. Sur d'autres continents, il y a des genres qui sont très riches en espèces. On va prendre le genre Quercus, qui est très riche en espèces en dehors du continent européen. Et ce sont des espèces qui ont vécu des climats qui sera peut-être le climat que l'on aura dans 50, 100 ans. Donc c'est intéressant d'aller tester ces espèces-là, d'aller chercher ces espèces-là, de commencer à les mettre en dispositif d'essai, je dis bien en dispositif d'essai, c'est-à-dire on est avec des petits effectifs, on est dans des lieux bien identifiés, bien tracés, on a toute la suivi génétique. Nous,
l'important, c'est de connaître les peuplements sources de graines, véritablement remonter au plus proche, disons, de l'origine, et de les mettre en essai, de les évaluer. Donc c'est tout l'objectif d'un outil qu'on a mis en place, qui s'appelle le réseau Espérance, qui est un réseau multipartenaire, qui va permettre, disons, à tous les acteurs forestiers d'agir, de participer, que ce soit des chercheurs, que ce soit des développeurs, que ce soit des gens de la vulgarisation, des gens de la gestion. On a 3 protocoles d'évaluation qui sont complémentaires. Et l'objectif, c'est que tous ensemble, on arrive à acquérir de la connaissance. Là, on est obligé de produire de la connaissance et de produire, disons, de véritablement pouvoir suivre la capacité de survie, la capacité de croissance, mais aussi tous les aspects potentiellement négatifs qu'il peut y avoir, c'est-à-dire des capacités invasives. Bien évidemment, on s'interroge par la biblio avant, mais bon, on ne trouve pas toujours tout ce qu'on veut dans la biblio, et donc ça peut être utile aussi d'expérimenter dans des conditions de gestion françaises. Les aspects sanitaires aussi sont essentiels. Je pense qu'il faut avoir un suivi de tous ces aspects-là. C'est pour ça qu'on mettra à contribution les collègues du DSF. Je pense qu'il faut avoir un suivi méthodique, raisonné, surveillé de toutes ces expérimentations avec les exotiques. Et c'est ce qu'on essaie de faire, qu'on va essayer de faire dans le cadre du réseau Espérance. Ça prendra du temps, ça commence doucement. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Et il ne s'agit pas d'aller révolutionner les forêts françaises, mais plutôt de préparer les connaissances et l'information qui seront utiles à la forêt française demain pour éventuellement, s'il faut trouver des alternatives, eh bien c'est à ce moment-là avoir au moins un pool de connaissances disponible pour pouvoir agir. Merci Eric. Merci Brigitte. Je vais, avant d'entamer la discussion, les questions-réponses, je vais passer la parole tout de suite à M. Hubert Guillet, donc, qui est représentant de ProSilva. Alors ProSilva qui défend une sylviculture irrégulière, mélange d'essences, mélange de classes d'âge, qui privilégie la régénération naturelle et un couvert forestier continu. Donc là où les questions que je poserai pour lancer le débat, c'est quelle est finalement la place, s'il y en a une, des essences exotiques dans cette mode de gestion ProSilva. Et après ce qu'on vient d'entendre, est-ce qu'il y a encore une place pour les essences autochtones? Je n'ai plus rien à dire, vous avez tout dit. J'ai posé que la question. Alors je représente aujourd'hui Évrard de Turckheim, président de ProSilva France, qui est empêché. Il m'a demandé d'essayer de porter la parole de l'association. Vous connaissez tous les grands principes de ProSilva, dont on parle de plus en plus, et qui sont dans l'air du temps. Je voudrais partir de la devise de ProSilva. La devise de ProSilva, vous la connaissez tous, c'est écologie et économie. Je vais vous parler un instant d'écologie et ensuite je vous porterai la position de ProSilva France par rapport aux exotiques, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Les principes de base de l'association ProSilva, c'est de promouvoir la diversité, la biodiversité, le mélange d'essences en âge, en classe d'âge, afin de parvenir à une meilleure résilience des forêts en cas d'accident climatique, que ce soit le réchauffement, les tempêtes, le gel, partant du principe que vous connaissez, que tous les arbres et toutes les essences s'accompagnent, se protègent, se nourrissent d'éléments minéraux dans les sols différents. Et c'est cette variété, cette diversité qui fait la richesse de nos forêts. Les grands principes de base sont que la sylviculture, d'après les principes de ProSilva, est une stratégie qui vise à optimiser la conservation, la protection, la gestion économique des écosystèmes forestiers, de telle manière que les forêts remplissent leurs nombreuses fonctions socio-économiques de manière durable
et rentable. ProSilva propose ainsi une réflexion globale et une gestion de tout l'écosystème forestier en y insérant des objectifs économiques et non économiques, qui sont notamment, et on en a parlé ce matin, la protection des sols. Dans le sens d'une gestion durable, intégrant toutes les fonctions, ProSilva considère que les forêts remplissent 4 fonctions principales. La fonction naturelle ou bioécologique, la fonction de protection, la fonction de production et la fonction culturelle. La fonction naturelle, c'est la capacité du bon fonctionnement en tant que tel de l'écosystème forestier et la fonction bioécologique. La réalisation de la fonction naturelle est la condition incontournable pour le bon fonctionnement des fonctions protectrices, productrices et culturelles des forêts, quelle que soit la définition par la société humaine des objectifs de la forêt. La capacité d'existence et l'action commune de toutes les formes de vie de l'écosystème forestier sont les bases de toutes les autres fonctions. La conservation, et s'il y a lieu, le rétablissement de la fonction naturelle est donc une exigence prioritaire. Les éléments de la capacité fonctionnelle des écosystèmes forestiers sont les suivants. La diversité des plantes et des animaux typiques de la station et de la région, c'est la fonction spécifique. La diversité de la qualité génétique qui maintiennent la capacité d'évolution et de variation génétique. La variation des structures forestières, typique pour la station et la région, c'est la diversité structurelle. Le bon fonctionnement des processus écologiques, de la dynamique forestière naturelle ou proche de la nature. Les relations écologiques internes, c'est la relation en maillage. Les influences écologiques de la forêt sur l'environnement, c'est le climat mondial, régional et local. Ces influences ceci influence les éléments sur le paysage environnant. Donc, ProSilva, c'est d'abord l'écologie, c'est d'abord la gestion de l'existant, c'est la gestion des essences naturelles. Mais comme je vous le disais, le deuxième adage dans la devise de ProSilva, c'est l'économie. Donc je vais vous faire part de la position de ProSilva par rapport aux exotiques. Oui aux exotiques en enrichissement. Oui aux exotiques s'ils peuvent apporter une plus-value à l'économie de la forêt, apporter du bois de haute qualité, mais on ne veut pas d'espace invasif parce qu'on a toujours combattu les peuplements monospécifiques. Donc introduire des essences dont le bois est très intéressant, valorisant, oui, en enrichissement, mais en maintenant toujours notre vision d'une diversité dans tous les domaines de la forêt, afin de préserver tout l'écosystème forestier. Quand je parle de l'écosystème forestier, ce n'est pas simplement les arbres, on s'entend bien, c'est les insectes, c'est les oiseaux, c'est les animaux, c'est tout ce qui participe à la vie de la forêt. Parfait. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à la phase de discussion. Alors moi, je commencerai par une question peut-être par rapport à votre présentation en binôme. C'est que par rapport à ce qu'on a entendu ce matin sur les données, alors notamment la dernière communication sur les données des archives, et puis on a parlé également sur les communications précédentes des introductions anciennes, des plantations du RTM, mais également bien plus anciennes, des premières plantations
directement en forêt sous François Ier, sous le règne de François Ier. Donc on voit que, donc, par exemple, Espérance, qui est un dispositif expérimental finalement très récent, quand on voit la durée de vie, le cycle de vie d'une espèce ligneuse, des arbres en l'occurrence, est-ce que ces données de nouvelles expérimentations qui finalement produiront des résultats sur le très long terme sont à un moment donné également mises en regard des données historiques, donc telles que ces vieilles plantations dont il doit rester des traces? On a dit pour les premières plantations de pins maritimes en forêt de Fontainebleau, ça a été un échec, donc là on connaît le résultat, mais finalement des expérimentations comme celle-ci, il y en a déjà eu beaucoup. Pas en conditions contrôlées, bien sûr, mais il y a quand même toujours des leçons à tirer. Donc, est-ce que ces leçons sont tirées des expériences anciennes? Alors, on n'a pas... Enfin, il y a eu, comme je disais, énormément d'introductions passées. Les traces que l'on a, bien sûr, la plupart du temps, c'est ce qui a réussi et pas ce qui n'a pas réussi. C'est très compliqué de tracer, et c'est en ça que l'exposé, en effet, sur les archives était très intéressant. On n'a pas réussi on ne trace pas les échecs, et ça, c'est compliqué. Une deuxième chose qu'il ne faut pas perdre de vue au niveau des introductions, et là, ça reboucle pour moi avec l'exposé sur le robinier, c'est qu'on a eu des modes d'introduction. On a eu la mode de l'introduction avec les missionnaires en Chine qui rapportaient des graines, et on a eu des introductions particulières de Chine. On a eu le grand boom des introductions venant du continent nord-américain. Ce qui fait qu'au niveau des introductions que l'on a et que l'on peut tracer, et où on a encore des traces en forêt avec nos peuplements atypiques, avec les arboretums, ils sont qu'une vision très parcellaire, d'une part de ce qui a pu être installé, et d'autre part de la facilité de se procurer des graines à un moment donné. Ça, il ne faut pas le perdre de vue du tout. Après, comment on utilise cette information? On l'utilise en continu. La première chose qui a été faite sur Espérance et sur d'autres dispositifs, c'est de revisiter, d'une part, les anciens dispositifs de tests de provenance qui avaient été mis en place il y a une quarantaine d'années par l'INRAE, par exemple, avec des dispositifs aussi bien dans le sud de la France que dans le nord, avec tous les défauts que ça peut avoir, c'est-à-dire qu'on répondait à une question qui n'était pas celle du climat à l'époque, et que quand on met un dispositif, c'est rare qu'on le mette dans un endroit où on voudrait tester ses limites. Donc on a ces éléments-là qui posent aussi problème, tandis que sur Espérance, c'est quelque chose qu'on veut tester, c'est la limite de la provenance et de l'espèce. Alors oui, on revisite et on continue à revisiter. Donc je fais un appel là peut-être plus pour la forêt privée peut-être, mais à l'ONF, on continue à demander, à renseigner des bases de données sur des peuplements atypiques pour savoir en effet ce que l'on a, où on a, et on les rentre dans nos données d'expérimentation. Et la phase suivante, on va essayer de les rentrer aussi dans des projections climatiques pour savoir ce que ça va donner. Et l'intérêt de ces... Et j'avais passé la parole à Eric, c'est qu'on peut retourner sur le terrain, on peut voir s'il y a des problèmes de dépérissement, de maladies, mais aussi d'invasivité, parce que c'est des arbres et des peuplements qui ont déjà un certain âge, et on sait très bien que la plupart des invasions, elles se font au moment où on a de la reproduction. Alors, sur la question des invasions, quand même, sur les espèces qui sont nouvellement introduites, on sait qu'il y a des temps de latence pour des arbres qui peuvent être de plusieurs centaines d'années. Parce que pour des questions... voilà. Mais tu ne la connaîtras pas, l'information aussi. En forêt, celui qui imagine avoir des résultats sur ce qu'il fait en forêt, il faut qu'il fasse un autre métier. Donc c'est une question de risque, de prise de risque. Voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire où on met la notion de prise de risque. Là, on est en train de discuter expérimentation. La phase suivante, et qui est importante pour moi, c'est comment on passe de l'expérimentation à l'utilisation en forêt. Tu as parlé tout à l'heure des îlots d'avenir. Ça reste de l'expérimentation et c'est suivi comme tel, de l'expérimentation en gestion, mais de l'expérimentation quand même.
mais Ok. de l'expérimentation directement en forêt. Alors, si on veut avoir une réponse pour la forêt, je pense qu'il est préférable d'être dans un milieu forestier et pas dans une prairie. Mais bon, ça n'engage que moi. Eric. Oui, oui, effectivement, on est sur une notion de prise de risque qu'on essaie de tirer vers le minimum. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on est sur des choses qu'on veut raisonner, qu'on veut maîtriser, sur des petites surfaces, sur des petits effectifs. Parce que si tout de suite on peut détecter, disons, des aspects négatifs, il faut qu'on puisse réagir très vite et arrêter tout de suite le phénomène. Une fois que qu'une démarche, disons, de production en grande masse est lancée, c'est beaucoup plus compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment d'être devant, d'être en position de sentinelle. Alors on parlait aussi, par exemple, sur ces aspects phytosanitaires, ces expérimentations-là pourront aussi abonder sur un réseau de peuplement sentinelle sur lequel on pourra surveiller éventuellement des nouveaux risques. Et voilà, c'est essayer d'avoir une approche, pas uniquement de production, mais une approche totalement intégrée, en essayant de bien maîtriser tout ça, puisque aujourd'hui, on sait un petit peu tous les dangers, tous les risques qu'on peut avoir sur ces essences-là. Et alors, deux autres petits points. Remonter dans le temps, etc., c'est toujours utile. L'exposé de ce matin sur les documents d'archives, effectivement, si on peut aller voir un petit peu ce qui a été travaillé dans le temps et qui ont déjà provoqué des échecs, bon, mais c'est peut-être pas la peine d'aller repartir, d'aller réinventer l'eau chaude. Ça, c'est une première chose. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est que la problématique que l'on a aujourd'hui, il y a un élément qui est différent, c'est que tout ce qui a été publié, ça a été à climat constant. Or, nous, le gros problème, c'est qu'on ne sait pas, on expérimente des nouvelles essences, des essences exotiques, vers un climat qui ressemblera potentiellement à quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc c'est une dimension qui est quand même essentielle, et c'est pour ça que si on va chercher une essence quelque part, c'est que cette essence-là, elle vit déjà, disons, des températures, des stress hydriques qui seront éventuellement nos températures et nos stress hydriques de demain. Donc c'est aussi important qu'on sache les conditions de vie de ces peuplements dans leur aire naturelle. Alors ça rejoint ce que Hervé disait à propos de la niche écologique tout à l'heure, sauf que la niche écologique, c'est un peu plus que le climat. Oui, mais ça ne peut pas être sans le climat. C'est-à-dire que la niche écologique, on ne va pas faire un cours sur Hutchinson, hein, mais c'est un système à cliquer. Il faut qu'il y ait le climat, il faut qu'il y ait la biodiversité, il faut qu'il y ait la capacité d'y aller. Moi, ce que je voudrais dire, c'est de ce que j'entends, deux choses. D'abord, on n'est pas dans une question exotique, pas exotique. La plus grande gamelle qu'on prend actuellement, c'est l'épicéa commun. 300 000 hectares. On n'est pas très très loin des limites de sa niche climatique. Et pourtant, il tient au niveau température, mais le changement de la relation avec la biodiversité fait qu'au lieu d'avoir une population d'insectes, on a 4 ou 5. Donc on peut, le même motif, que ce soit l'épicéa de Sitka en Bretagne ou l'épicéa commun dans les Vosges, même punition. Donc ce problème, il est général. Ensuite, et que quand on va avoir le dépérissement des chênaies qui est en cours, là, on aura quelque chose, le vieux chêne français gaulois, il va en prendre dans les dents. La deuxième chose, c'est l'urgence, et pour moi, l'urgence, elle est double. Elle est liée à la vitesse du changement que l'on a et à son amplitude. Et on est face à quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est une chose d'avancer à 2 km/h et de se prendre un mur, et d'avancer à 120 km/h et de se prendre un mur. C'est le même poids de bonhomme, c'est le même mur, mais le résultat, je ne vous incite pas à faire le coup à 180 km/h. Donc la question qui se pose maintenant, et je vais même aller au-delà de la prudence que vous utilisez, alors on n'est plus du tout dans l'idée de trouver une espèce extérieure qui pousserait mieux que les espèces locales. On est dans l'idée de boucher les trous. Et je crains que si on va trop lentement et qu'on attend de voir ce qui se passe, si par malheur on s'est trompé et qu'il n'y a pas d'adaptation spontanée des espèces locales, là on aura tout perdu. Donc c'est la question de la prise de risque qu'il n'est pas possible de lever dans une situation d'incertitude qui
et impossible à lever, et avec un risque d'avoir un pépin majeur. Je vais citer quelqu'un avec qui je parlais de ça, qui était le général commandant le camp de Kouetkidan. Quand je lui expliquais ça il y a quelques années, il dit « Mais cher monsieur, vous découvrez ce que c'est la fonction d'un officier en Afghanistan. Il n'a pas le temps de savoir si derrière la montagne, il y a une noce avec des enfants ou s'il y a des terroristes prêts à balancer des choses sur la tête. Donc il doit décider s'il tire ou s'il ne tire pas. Mais s'il ne fait rien, il y a des grandes chances qu'il est mort dans les 4 heures. Donc ça, c'est un problème qui est un problème, je dirais, déontologique et un problème d'action. Et les essais qu'on fait à Chantilly, on sait qu'à Chantilly, sur 6000 hectares, on a déjà 500 hectares où on n'a plus de forêt. C'est fini. Il n'y a pas de régénération naturelle. Et il n'y a pas de végétation d'arbres. Si, il y a des espèces exotiques envahissantes. Tu le sais bien, puisqu'on est en train de travailler ensemble là-dessus. Donc, moi, je suis de plus en plus dans la situation d'un urgentiste qui voit arriver des gens de plus en plus malades, et je sais que j'ai potentiellement des médicaments qu'on n'a jamais utilisés. Est-ce qu'on les utilise? Donc ça, je dirais... on a besoin d'un regard extérieur, on a besoin d'une aide, parce que c'est un... je pense que quelqu'un me disait ici, moi le changement climatique, ça m'empêche... Pas ici, hein. Il dit, moi le changement climatique, ça ne m'empêche pas de dormir. Mais je dis, c'est que tu n'es pas un forestier. Donc je voudrais mettre cette dimension de l'urgence qui va faire comment on va prendre la décision collective pour faire des choses risquées. Donc les médicaments potentiels sont en cours d'essai clinique. Alors, peut-être demander s'il y a des questions dans la salle. Oui, alors, Monsieur Derex. Parole. Là-bas. Alors, attendez, parce qu'il y en a certains qui ont déjà pris la parole, donc on va mélanger. Bonjour, Ingrid Bonnem, IGN. Je voudrais bien qu'on échange sur les listes indigènes et non indigènes, puisque moi, je n'ai pas tout à fait les mêmes décomptes sur nos listes inventaires. Et ce n'était pas l'objet de ma question, c'était plutôt... Ma question, c'était de savoir si dans les expérimentations qui sont menées, donc je sais qu'il y a historiquement les expérimentations de provenance de différents endroits de France, mais je me demandais si, en fait... Dans le cadre du changement climatique, on avait aussi essayé d'augmenter en fait les expérimentations sur les essences métropolitaines, avec soit d'autres essences qui n'avaient pas été faites, soit plus de provenance. Alors, il y a dans notre jargon de généticien, il y a 2 niveaux, hein, provenance, c'est-à-dire origine, localisation, et puis espèce. Donc, il y a 2 types d'expérimentations qui ont été faits dans le passé, qui continuent à se faire. C'est de faire ce qu'on appelle de la migration assistée, et il y aura un exposé cet après-midi qui détaillera la chose, c'est-à-dire en effet utiliser d'autres provenances que celle qui est locale, qui est déjà dans des conditions similaires de ce que la zone d'accueil va subir dans quelques années. Et ça, il y a énormément, enfin, il y a des tests assez importants sur le chêne, sur le sapin, qui existent depuis un certain temps en France. Sur le chêne, si ma mémoire est bonne, c'est 89, hein, Hervé. Donc on commence à avoir de bonnes réponses. Il y a un article... Oui, au niveau de toute l'Europe, et uniquement sur les provenances françaises, il y a un article qui est paru dernièrement dans les Annales. Donc on a ces données-là. Mais finalement, on connaît peu de choses et, sur nos essences, nos espèces autochtones. On a peu de tests de ce type-là, de aussi grande envergure. En tout cas avec une bonne représentativité. Il y a des tests UFRO aussi, et après des tests d'espèces, on est allé souvent chercher très loin de chez nous, hein, et ce que je disais, il y a eu la mode de l'Amérique du Nord, il y a eu la mode, etc. Donc des espèces européennes qui étaient testées un peu largement. C'est un peu plus compliqué à trouver, mais il y en a. Et dans le réseau Espérance dont parlait
Eric, c'est quelque chose qu'on a essayé de croiser, c'est-à-dire on s'est posé la question, dans cette zone-là, on a un enjeu sur le chêne sessile et le chêne pédonculé, quelle provenance on va pouvoir tester dans la zone à enjeu et dans ses futurs climatiques. Et donc on teste différentes provenances de chêne sessile, mais aussi les cousins, comme dit Hervé, du chêne sessile en Europe, qui se trouve actuellement en Espagne, en Turquie ou dans le sud de la France, pour aller un peu plus loin. Alors, sur la question que Guillaume, je pense que Ingrid va le confirmer, il y a effectivement 70% des essences citées qui sont des essences exotiques, mais elles n'occupent que 5% de la surface de la forêt. Donc on ne peut pas comparer les choses. Ensuite, sur la démarche, moi j'ai du mal avec cette notion de frontière. Vue de Chantilly, un chêne-liège qui est en Catalogne française ou un chêne-liège qui est en Catalogne catalane, je ne vois pas bien la différence. Et du chêne vert qui vient du Pays basque français ou 20 km plus loin de l'autre côté, pour moi c'est du kiff. Ce que l'on fait concrètement, ce que l'on a à Chantilly, on a du chêne de Grésigne, donc du Tarn, du Sessile du Tarn, on a du pédonculé du pays béarnais, parce que là, c'est pour vérifier non pas la tolérance à la sécheresse, mais la tolérance à la température. Et on va ensuite... Enfin, il y a un continuum, quoi. Alors, il est tout à fait vrai qu'il y a eu une mode d'aller chercher des espèces à l'extérieur. Et d'ailleurs, ici, on est dans la société d'horticulture, donc on n'est pas loin des gens qui font de la collectionnite, ou de la collection. Moi, j'ai été président de l'association des collectionneurs de chênes. On était très intéressés par les chênes de Californie, mais alors les chênes de la périphérie méditerranéenne, dans les collections, c'était truc comme ça dans un coin. Parce que à beau éblouir qui vient de loin. Et on a été vu comme ça. Maintenant, heureusement, on commence à s'intéresser à ce qu'il y a près de chez nous. L'un des plus beaux cousins, je pense que les forestiers ici qui le connaissent pourront le dire, c'est Quercus canariensis. C'est le chêne zéen et vulcanica de Turquie. Mais, alors, dernier point aussi, je le mets sous le contrôle des généticiens, les capacités d'adaptation, tant qu'on reste dans la niche, sont très fortes. La diversité génétique à l'intérieur d'une population, pour autant qu'elle soit vaste, alors je pense que je parle pour le chêne, elle est aussi forte que la diversité entre peuplements. C'est-à-dire qu'à Chantilly, si le sessile et le pédonculé doivent tenir, ceux qui vont tenir sont sans doute déjà là. Mais là, tu vas me confirmer. Hein. On va prendre, parce qu'il y a beaucoup de questions dans la salle, si on veut avoir le temps d'en prendre un maximum, on va faire questions et réponses courtes. Très rapidement, Hervé a dit qu'il y avait une unité géographique qui était l'unité de l'Europe qui va, tel qu'il l'a dit, de l'Oural à l'Atlantique et puis du nord au sud. Est-ce que pourquoi le réseau qui est mis en place n'est pas au niveau européen et seulement au niveau français, puisqu'on s'intéresse et qu'on sait que les arbres du Sud risquent de venir chez nous, pourquoi mettons pas tout de suite, allons voir pas tout de suite ce qui se passe dans le Sud. Il me paraît que l'unité européenne me paraîtrait fondamentale et on n'en parle pas. Très court. Alors, moi je vais citer Michel Arbez, c'était ce qu'on appelait ça la diagonale du fou. Michel Arbez, un collègue forestier à la retraite. Si vous voulez savoir si vos chênes sessiles vont tenir dans 50 ans, plantez-les tout de suite dans le sud de l'Espagne. Bon. Et si on ne le fait pas au niveau européen, tu vas répondre pourquoi, hein. Je vais répondre que c'est fait à travers des projets européens. Il y a des choses qui sont mises en place dès maintenant et aussi avec des collaborations bilatérales, hein, comme ça a été le cas avec la Turquie, où on a envoyé des chênes de Bercé ou de Vachères, hein, voir ce qu'ils allaient donner dans le climat turc. Bonjour, Éric Sevrin, CNPF-IDF et coordinateur du réseau mixte technologique à Force sur l'adaptation des forêts face au changement climatique.
J'avais plusieurs choses. Les surfaces, sur les exotiques, merci Hervé de l'avoir précisé que ce n'est pas des grosses surfaces en France, même si le nombre d'exotiques est important. Je pense qu'il faut, quand on raisonne, ne pas se focaliser que sur la forêt du centre, de l'Est et du nord de la France. Il y a aussi celle du Sud, et il y a aussi des dépérissements. Et donc, il faut trouver des espèces parfois différentes. Et là, où va-t-on les chercher ? Sûrement pas au nord de la France. Et puis, je voulais rebondir sur le cas du pin maritime. Effectivement, il y a des échecs. Ce qu'il faut bien concevoir avant de définir que ce sont des échecs, c'est que le climat change aujourd'hui. Et en Sologne, on a planté du pin maritime aussi. Il a gelé complètement. C'était des origines espagnoles. Aujourd'hui, le pin maritime est une possibilité dans le cadre du dépérissement du pin sylvestre. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, il faut qu'on tire des leçons du passé, mais il faut aussi voir que le climat évolue. Et puis la dernière chose, c'était, Eric, tu n'as pas parlé du projet REFER. C'est une des réponses aux questions de Guillaume sur le fait qu'on va chercher dans des anciens peuplements, dans des anciennes références, comment réagissent les espèces pour essayer d'apporter des réponses plus rapides aux plantations que l'on fait qui vont durer plus longtemps. Ça n'appelle pas de réponse. Oui, juste un mot sur REFER. En effet, c'est un projet qui est porté par le FCBA. On s'est mis d'accord, tout organisme, il y a l'INRAE, il y a le CNPF, FCBA et ONF, sur une liste d'espèces que l'on pensait être intéressantes par rapport au changement climatique, plus résistantes. Et on est en train de revisiter les placettes de sapins méditerranéens avec Bruno et puis Caroline, mais aussi des placettes de pins brussia et de tout un tas de choses. Donc il y a des choses qui avancent et ce qu'on espère, c'est REFER 2, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est il faut que ça pousse, mais qu'est-ce que ça nous donne comme bois ? Alors, merci. Attends, pour tenir Guillaume, les temps, on va mettre fin à cette table ronde. un point de vue qui est juste de dire, parce que moi je travaille dans la longue durée en tant qu'historienne et archéobotaniste, donc simplement de dire qu'il y a des phases de variation climatique dans la longue durée et que je pense que c'est important de faire des zooms et de se concentrer notamment sur les périodes de fort bouleversement et de lancer des programmes de recherche là-dessus pour documenter non pas les arbres, mais les assemblages de végétation et la manière dont ils répondent, lesquels répondent en premier, etc. Donc voilà, c'était juste à verser. Voilà, on conclut sur la vision écosystémique de la forêt. Donc on a bouclé la boucle, on a dit que la forêt, ça n'était pas que des arbres. Donc on a bouclé notre boucle. Vous voyez qu'il y a matière à débat. Le débat continuera certainement en dehors de la table ronde, mais merci en tout cas à tous les participants pour ce débat très riche.